Pour conclure, on va faire un peu de prospective sur l'entreprise. Certains auteurs que vous connaissez bien entendu, je crois, comme Isaac Getz, comme Frédéric Laloux, pensent qu'il faudrait totalement réinventer les organisations, libérer les collaborateurs, faire advenir même peut-être une entreprise altruiste. Que pensez-vous de ces modèles? Viviane? Alors, je vais distinguer deux parties de la question, si je peux m'exprimer ainsi. La première partie de la question, moi, elle me parle, on a plus ou moins tourné autour pendant notre entretien. C'est la question de la manière dont, en fait, se rejoue en ce moment dans un contexte très difficile à projeter, en fait. L'organisation au sens large, il n'y a pas que l'entreprise. Je fais un parallèle tout bête, les entreprises de l'ESS, avec l'ensemble des contraintes souhaitées, voulues, mais aussi un cadre juridique très strict, est-ce qu'elle ne se rapproche pas tellement d'une association qui a une activité économique? Vous voyez ce que je veux dire, c'est que les repères classiques et les catégories, tout ça, ça explose. Moi, ça ne me gêne pas. Il y a une redéfinition. De la même manière, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est peut-être le moment. Il y a une redéfinition qu'on voit bien, mais qu'on n'a pas encore bien cadré du statut du travail. Alors, à la fois le statut au sens classique, salarié, pas salarié, indépendant, créateur d'entreprise, start-up, repreneur d'une TPE, pourquoi pas, retraité mais travaillant, travaillant mais qu'à 3 jours. Tous les modèles classiques sont en train d'exploser et il va y avoir différentes possibilités qui conviennent à chacun et surtout qui conviennent en fonction de notre moment de vie et de notre situation. Et moi, je trouve ça plutôt bien, mais effectivement, ça, par rapport au fameux contrat social qu'on évoquait avec Henri il y a quelques années, qui était la sécurité, c'est raté. C'est plus innovant, c'est sans doute beaucoup plus riche, c'est plus libre, mais la liberté, c'est du risque aussi, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Les Français, je les trouve un peu schizophréniques, on a dit tout à l'heure, ouais, je les trouve un peu schizophrènes là, par rapport à leurs demandes. Voilà. Et puis alors, quant à l'entreprise altruiste, alors j'avais, dans un bouquin que j'ai bien aimé, L'entreprise vraiment responsable de Jean-Noël Fély, il a repris dans un historique tous les modèles d'entreprise qui avaient été proposés, à part l'entreprise classique, l'entreprise collaborative, l'entreprise je sais pas quoi, l'entreprise Terra Nova, etc., etc., l'entreprise contributive. Alors, l'entreprise altruiste, pour moi, là, c'est la limite. Et on revient à notre première question. Parce que tout dépend de ce qu'on veut dire, en fait, par altruiste. Mais si on veut dire par là qu'elle ne fait pas de profit, alors il n'y a pas d'entreprise. Il y a quand même, à un moment donné, il y a une limite. En revanche, on réinterroge sur la manière de le faire, la manière de partager le profit. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Si c'est partager de manière équitable le profit, revaloriser le capital humain, et j'aime mieux dire ça que les salariés, moi, par rapport au capital financier, oui. Et de toute façon, la guerre des talents va peut-être l'amener parce qu'il y a plus de capital financier en ce moment que de capital humain. C'est pas inintéressant, ça peut se revaloriser. Mais altruiste, ça me parle pas trop parce que une entreprise généreuse, c'est le contraire d'une entreprise qui fait du profit. Donc, une entreprise juste, une entreprise responsable, une entreprise qui partage le profit, qui a une entreprise pérenne aussi, qui réinvestit, qui a une projection dans le temps, oui. L'altruisme, par rapport, peut-être que c'est parce que je suis juriste et que je suis encore là, l'objet social avec la loi Pacte, on l'a déjà bien élargi avec les considérations écologiques et sociétales, et je suis là, d'accord. Il y a la raison d'être, ok, éventuellement entreprise à mission, ok, mais dans l'entreprise à mission, il y a quand même entreprise, donc il faut quand même qu'il y ait un profit. Maintenant, on demande aux dirigeants, au conseil d'administration, aux managers de ne pas répondre aux mêmes règles qu'avant. Oui, bien sûr. L'objet de l'étude d'Isaac Getz et Laurent Barbachet, si je me rappelle bien, c'est d'essayer de
de démontrer qu'en poursuivant des buts altruistes, elle arrive à faire encore plus de profit, ou au moins autant de profit. En tout cas, les entreprises qui sont étudiées dans son ouvrage ne poursuivent pas le profit pour le profit. Ce n'est pas la finalité ultime. Malgré tout, elles sont extrêmement profitables. Henri, si tu veux enchaîner. Je vais prendre un autre angle que Viviane, qui n'est pas sur la partie répartition juste des profits et un certain nombre de choses comme ça, mais plutôt sur les modèles organisationnels. Il y a eu un modèle organisationnel qui était le modèle agricole, avec un patron et puis 50 personnes en dessous, qui étaient plus ou moins échangeables suivant leurs compétences et des choses comme ça. Puis est venu après, avec le monde industriel, le monde tayloriste, c'est-à-dire qu'on avait effectivement une structure de direction et puis des directions après qui avaient à charge d'optimiser leurs propres silos. C'était bien pour construire la Ford T avec une seule couleur gris et pour un seul client et type de client qui était la nouvelle classe moyenne américaine, en gros. Et puis, on s'est aperçu, il y a déjà quelques années, au moment des 30 piteuses, que il fallait être en accord avec le client. Et donc, on a créé les modèles matriciels, avec des grosses difficultés du modèle matriciel quand on le pousse à son extrême, qui est de faire, malheureusement, d'avoir deux patrons, un patron qui est orienté client, un patron qui est orienté productivité. Et puis, chaque employé est au milieu de tout ça et doit faire un compromis entre ces deux patrons. Il y en a un qui le paye, mais l'autre qui lui tape dessus à chaque fois qu'il ne fournit pas pour le client. Et donc, on a vu beaucoup de suicides, on a vu beaucoup de choses ou des schizophrénies catastrophiques pour ces pauvres employés qui étaient au milieu de tout ça. Le modèle organisationnel pour le prochain monde, qui est un monde VUCA, un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, on l'a pas. Et donc, Isaac Gates, Frédéric Laloux proposent des modèles un peu extrêmes pour à la fois répondre justement à cette demande du client qui devient de plus en plus puissant, comme on l'a vu au démarrage, et à la fois continuer à faire des profits. Et maintenant, on rajoute quelque chose en plus qui est, il faut faire attention à la planète. Et il faut résoudre. Ça devient très compliqué, en fait. Et donc, le modèle organisationnel pour ça, c'est probablement plutôt un modèle organisationnel d'écosystème. Je ne l'ai pas encore et on ne sait pas ce que c'est encore que ces notions d'écosystème. En tout cas, il va falloir faire sauter un certain nombre de verrous. Les verrous de type contractuel et contractuel en B2B ou en one-to-one, puisqu'en écosystème, eh bien, on sait les dépendances et on va comprendre les dépendances qu'il y a de chacun des acteurs dans l'écosystème, mais où chacun des acteurs est conscient de la valeur qu'il apporte in fine au client final. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Donc, j'ai pondu des modèles autour de ces notions d'écosystème architecture pour trouver la juste répartition des marges, des bénéfices pour ceux qui apportent vraiment de la valeur à ces fameux clients finaux. Donc, ce sont des nouveaux modèles, mais évidemment, ces notions d'écosystème peuvent conduire à l'ubérisation, peuvent conduire à des choses où on a de plus en plus d'indépendants qui vont prendre de plus en plus de risques, mais qui, en contrepartie, devront avoir une juste répartition de la marge. Donc, c'est pas forcément non plus un modèle à la GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui cherchent à récupérer le maximum de marge parce qu'ils ont la relation avec le client et ils héritent de la relation avec le client. Mais est-ce que c'est eux qui vont délivrer le maximum de valeur au client, au-delà de la valeur facilité et efficacité? Voilà tout le questionnement que l'on doit avoir. Quels sont les modèles organisationnels à venir pour être capable de supporter justement ces clients et puis ces différentes demandes contradictoires ou paradoxales, comme le notait tout à fait à bon escient Viviane. Je vous remercie tous les deux vivement de m'avoir accordé du temps en cette période de fête. J'espère que les spectateurs, les courageux spectateurs d'aujourd'hui et puis tous ceux qui viendront dans les prochaines semaines lorsque ce sera diffusé par extrait prendront autant de plaisir à vous écouter que j'en ai pris à vous interroger. Je donne rendez-vous à tout le monde pour le prochain épisode de Purpose Info, l'épisode 15 avec Catherine McGregor, la directrice générale d'Engie, et Laurent Berger, le patron de la CFDT. Merci.